Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette réunion en présentation des résultats semestriels et je vous remercie de votre participation. Je serai accompagné de Véronique Laurent à ma droite et de Ludovic Cuisine-Gauche que je vais laisser se présenter. Bonjour, Véronique Laurent. J'ai commencé ma carrière en tant que contrôleur de gestion en industrie agroalimentaire et j'ai occupé le poste de responsable administratif et financier en coopérative. Je suis chez Grelot depuis 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ludovic Cuisinier. J'ai un parcours dans l'industrie de plusieurs années sur le national et l'international et j'ai décidé de rejoindre Grelot en début de cette année pour accompagner le développement sur les nouvelles activités, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Donc, moi-même, Laurent Marbach, je dirige Grelot depuis 2006, j'en suis président depuis 2010, de formation télécom avec un parcours plutôt industriel. Je vais vous présenter ce bilan semestriel qui se fera en 3 parties. La première partie, qui sommes-nous? Deuxième partie, faits marquants et éléments financiers de ce premier semestre. Et puis, perspective court à moyen terme. Alors, qui sommes-nous? Vous êtes tous déjà passés devant une armoire Grelot sans le savoir. On est vraiment le spécialiste des équipements extérieurs pour tout ce qui est développement des nouvelles technologies dans nos territoires. Et ça, depuis plus de 70 ans, nous sommes numéro 1 français des armoires d'éclairage public, des armoires urbaines, depuis sa création dans toutes les villes. On a à peu près 50% de part de marché. Et au fil du temps, nous avons évolué. Grelot est devenu une marque générique. Nous avons développé différentes gammes dans l'éclairage public, dans les réseaux d'énergie, dans les bornes de recharge, les bornes pour le traitement des eaux, les stations de relevage, les feux, et ainsi de suite, avec la capacité à adresser ce marché urbain pour toutes les villes et tous les grands comptes. Et comme vous le savez, le monde est un monde connecté. Nous avons en permanence adapté nos armoires, nos technologies au marché d'aujourd'hui, le marché numérique, le marché de l'énergie. Et Grelot continue à travailler avec les grands comptes en permanence pour être présent sur les marchés de demain. Donc, quand on voit, ça peut paraître abstrait, on va voir la slide suivante qui représente à quoi ressemblent nos produits. Pardon. Nos produits, il y a 3 segments. Le segment urbain dont j'ai parlé avec les bandes de recharge, qui est un élément qui tire en croissance actuellement et un marché d'admis. Le marché télécom sur lequel on a développé des produits adaptés aux besoins de tous les opérateurs et avec toutes les technos. Et enfin, le dernier segment, le segment industrie et énergie, qui regroupe des éléments techniques, critiques et à haute valeur ajoutée. Quand on voit l'histoire de Grelot, excusez-moi, ça rebondit. Donc, comme je le disais, j'ai repris l'activité en 2010 avec Gilles Roland à travers sa société Active Invest, qui a été racheté à Grelot, à Flextronics, qu'il a revendu pour des raisons stratégiques. Nous l'avons, avec Gilles Roland, redimensionné, redynamisé et diversifié sur les secteurs aujourd'hui qui sont en pointe. Et on a vu et on voit à droite le chiffre d'affaires qui a décollé pour arriver à plus de 33 millions juste avant la crise Covid. Et ce qui est important, c'est que finalement, après cette crise Covid, nous sommes revenus à une activité, je dirais, normale d'avant la crise, qui montre la capacité et la résilience de Grelot à s'adapter en permanence au marché et montrer aussi la robustesse du modèle, parce que finalement, on est revenu comme avant. Vous le voyez à droite, on a
une forte compétence, et c'est ça qui nous tire aujourd'hui, à la fois en termes d'énergie, mais surtout en termes de télécom, puisqu'on a su s'adapter à toutes les évolutions technologiques des télécoms, et il y en a eu un paquet entre le GSM, la DSL, le haut débit, et demain, les data centers. Alors, gros lot, on a le problème de rebond. Gros lot, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est peu d'usines comme ça en France. C'est une usine intégrée. Alors, je suis un concepteur, on conçoit des produits, on les développe, on les met au point, on les produit, on les expédie. Et je maîtrise l'ensemble des process. C'est-à-dire, je reçois de la tôle, je la transforme, j'achète des composants électriques, je les teste, je les intègre, je teste un produit fini que j'ai donné à mes clients. On a un service R&D, on le verra après, d'une vingtaine de personnes qui permettent d'analyser les cahiers des charges, de créer des produits, de s'adapter au marché. Et on a vraiment un service engineering très fort. Et pour faire marcher l'ensemble, on a forcément un ERP qui maîtrise l'ensemble de la chaîne de la valeur, de la partie réception aux expéditions, avec la finance, qui est un module intégré. Et on est propriétaire de l'ensemble de notre parc pour à peu près 18 mètres carrés couverts. Alors, les chiffres, vous l'avez vu, on l'a communiqué dernièrement, on a fait un très bon premier semestre avec quasiment 19 millions de chiffre d'affaires, une croissance de 25%. On le reverra et Véronique vous expliquera en détail un EBE à 5,3, qui est une bonne performance, une trésorerie nette 6,2, bien, et on vient d'investir, on verra aussi 1,9 million pour l'extension de l'usine afin de préparer les marchés de demain, notamment data center. Et comme j'expliquais, on est 200 collaborateurs, dont une vingtaine au niveau du service développement. Je vais laisser la main à Ludovic Cuisinier qui va vous expliquer l'effet marquant commercial de ce premier semestre. Merci Laurent. Très bien, donc au titre d'effet marquant de ce premier semestre, sur notre segment Smart City, c'est notre segment qui comprend les infrastructures de la ville et la mobilité. Donc nous avons signé le contrat avec Cielis, un partenariat de longue durée, un partenariat de 4 ans. Cielis gère les infrastructures de la ville de Paris, c'est un consortium. À ce titre, nous avons eu l'opportunité de livrer 1000 feux tricolores. Sur notre partie internationale, nous avons livré 150 armoires, et notamment pour des projets Outre-mer et Afrique, projets de tramway. Donc, nous continuons notre développement sur l'international. Et puis, sur la partie mobilité, en tant que effectivement entreprise stratégique pour des grands noms, notamment Total, puisque notre savoir-faire en tant que marque blanche nous a permis d'avoir des contrats, des nouveaux contrats, et notamment une commande de 350 totems HPC pour notre client Total. Alors, c'est 45%, juste, je précise quand même, c'est 45% de notre chiffre d'affaires, donc c'est une part importante sur le Smart City. Sur la partie donc télécom, c'est 35% de notre activité. Alors, nous avons continué les déploiements dans des zones plus rurales, la France étant presque quasiment fibrée, il reste encore des projets, mais nous avons bénéficié d'opportunités sur des régions plus rurales. Nous avons aussi une activité dans la fibre noire. La fibre noire, c'est de la fibre qui est non activée. Donc, nous avons aussi installé des shelters pour Arteria. Arteria, c'est une filiale de RTE. Là, c'est vraiment un shelter full service, c'est-à-dire avec supervision, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est la gestion d'un parc éolien. Nous avions déjà commencé avec Viavis, filiale de Vinci pour les autoroutes. Et là, nous continuons dans cette perspective. Sur l'export, déploiement de la fibre sur la zone UK avec Axione. Donc, nous avons livré un shelter sur ce premier semestre. Et puis, pour le Congo, une solution de conversion d'énergie.
Sur notre activité industrie, hein, donc comme vous le savez, sur cette partie-là, nous sommes assez sélectifs sur ce marché industrie. Nous avons des clients récurrents, des clients fidèles et des clients importants. Nous avons terminé notamment la livraison des portes de bateaux pour les chantiers de l'Atlantique, hein, le navire Ribia, 2600 portes. Nous avons continué à livrer des armoires pour notre client Leroy Sommer. Hein, ce sont des armoires qui vont dans le golfe Persique pour la gestion de l'extraction de pétrole. Et puis, une autre activité qui est importante pour nous, le smart grid, la gestion de l'énergie, et c'est d'autant plus d'actualité actuellement. Donc, notre client Socomec avec des armoires qui, elles, partent notamment aux États-Unis. Je repasse là à Laurent Marbach pour commenter les chiffres. Alors, je ne vais pas revenir sur la croissance. Ce qui est important, c'est le diagramme de droite où la robustesse du modèle. Alors, effectivement, la partie industrie est passée de 15 à 25%. Ça, c'est lié à, comme l'a expliqué Ludovic, à la livraison de portes de passagers pour les bateaux, qui a fait un chiffre d'affaires relativement important. Et forcément, ça a pris un peu le pas sur le télécom. Mais ça montre un portefeuille bien diversifié. Et on le revoit au niveau des clients, et ça, c'est le point majeur. Ça se traduit sur les segments, mais aussi bien sur les clients, avec des clients, je dirais, des grands noms, vous les voyez, Total, Orange, Schneider, les chantiers, Altitude. Des clients fidèles et récurrents qui nous accompagnent et qu'on accompagne parce qu'on crée un service et une valeur ajoutée qui leur satisfait. Et la robustesse du modèle, on voit par exemple, il y a un an, c'était Total le client numéro 1 parce qu'on déployait des bornes sur Paris. Là, le client numéro 1 chez Schneider, suivi des chantiers. À l'époque, les chantiers, il y a un an, ils étaient plutôt en 6e position. Donc ça monte à la robustesse du modèle de gros lot et la base de nos clients, qui sont des clients de grands comptes. Je vais laisser la main à Véronique pour vous parler des comptes. Merci Laurent. Donc, Gros Lot SA a réalisé un bon semestre avec un chiffre d'affaires de 18,9 millions et un EBE de 1 million, chacun en progression de 26%. La marge sur coût d'achat évolue de 1 million et passe de 57,7% à 51,3%. Traduisant l'impact de la hausse des prix matières et imaginant aussi les effets mixtes produits de Gros Lot SA. Les charges courantes sont parfaitement maîtrisées. Les charges externes sont en partie variables. La variation de cette année s'explique pour moitié par l'évolution des charges de transport sur vente. À noter également la reprise des salons, notamment orientés export et data center. Les charges de personnel augmentent de 0,4 millions par rapport au semestre précédent. Cette hausse est liée à la fois au renforcement de l'équipe, et notamment de l'équipe commerciale, et aux augmentations générales. Gros Lot passe de 200 salariés au 30 septembre 2021 à 210 salariés au 30 septembre 2022. Les charges de personnel incluent l'intérim. Le BE s'élève à 1 million, soit une croissance de 26% par rapport au 30 septembre 2021. La marge de BE est de 5,3% en totale adéquation avec notre objectif. Après prise en compte d'un résultat financier très faible, le résultat net ressort à 374 000 €. À propos de la situation bilancielle de Gros Lot SA au 30 septembre 2022, elle est saine et solide. Elle est comparée au 31 mars 2022. L'actif net immobilisé a augmenté d'1,5 million suivant la livraison du bâtiment dédié au data center et shelter modulaire. Le stock retrouve un niveau courant pour le semestre. L'évolution des créances clients et comptes attachés, qui sont de 6,6 millions, suit la logique de l'augmentation du chiffre d'affaires. À propos du passif, les capitaux propres sont de 14,8 millions. Ils prennent en compte le résultat positif du semestre, ainsi que la distribution de dividendes aux actionnaires de 113 000 €. La trésorerie nette est de 6,2 millions, suivant des disponibilités de 13 millions et des emprunts remboursés pour 7 millions. À propos des flux de trésorerie au 30 septembre 2022, comparé au 30 septembre 2021, le BFR s'améliore et passe de moins 1,1 million au 30 septembre 2021 à moins 0,5 million au 30 septembre 2022. Les stocks sont à un niveau conforme à notre niveau standard. Les créances clients évoluent de 0,5 million € sur le semestre en lien avec la croissance d'activité du semestre.
Les flux de trésorerie générés par l'activité sont positifs de 0,5 million d'euros. Les investissements du semestre sont de 1,9 million d'euros au 30 septembre 2022 et ont été dédiés principalement à l'extension de l'usine. Nous avons mis en place des emprunts pour 1,9 million d'euros et notre niveau de remboursement des emprunts est de 0,8 million d'euros, un niveau plus élevé qu'au 30 septembre 2021, car nous avions profité de la mesure Covid et notamment de la mesure du gel des remboursements des échéanciers. Au 30 septembre 2022, Grollo dispose donc d'une trésorerie très solide de 13,4 millions, contre 13,9 millions au 30 septembre 2022, et en situation de trésorerie nette positive de 6,2 millions d'euros. Donc, Laurent, pour conclure, Grollo SA a les bons fondamentaux financiers pour porter sa croissance. Merci. Véronique, donc on va redonner la main à Ludovic, qui va nous parler des perspectives de ce qu'on voit sur le second semestre. Très bien, merci Laurent. Et les perspectives, des éléments importants. Alors, tout d'abord, tout à l'heure, je disais qu'effectivement, le maillage de la fibre optique en France était en train de se terminer. Néanmoins, il reste encore des régions sur lesquelles nous sommes positionnés. Nous aurons encore des opportunités à finaliser sur la France, et ça c'est très important. J'ai parlé aussi de la fibre noire, et ça c'est une opportunité sur laquelle nous sommes aussi très bien positionnés. Nous avions notamment commencé avec un acteur Viabilis, j'en ai parlé tout à l'heure, filiale de Vinci, et là nous avons démarré un projet avec Teralpha. Teralpha, c'est une filiale de la SNCF, donc pour équiper le long des voies d'armoires qui vont permettre la gestion, l'activation d'une fibre pour des opérateurs privés. Sur l'international, alors la fibre optique, tous les pays européens ne sont pas au même niveau, donc il y a encore beaucoup de choses à faire en Europe. Nous avons d'ailleurs cette année fait des salons en Allemagne et en Pologne pour étudier des opportunités. Donc, il y a des pays européens qui ne sont pas encore fibrés, sur lesquels nous travaillons. Et puis, nous poursuivons bien évidemment avec notre partenaire Axione pour un programme de shelter sur le Royaume-Uni, encore des shelters à livrer. Donc, ça va se concentrer un peu. Il y a eu du retard, mais les livraisons devraient s'intensifier. Et puis, un projet aussi pour le Libéria, un projet de data center. Alors sur la partie data center, sur le edge computing, vous savez qu'aujourd'hui, on doit faire face à un volume de données et d'objets connectés en forte croissance. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois sécuriser les données, les protéger, les traiter au plus près des acteurs. Je prends souvent l'exemple de la voiture autonome. Il faut que l'information effectivement entre deux véhicules soit extrêmement rapide parce que s'il faut la voiture doit freiner, il ne faut pas que l'information traverse la moitié de l'Europe avant de revenir au véhicule et risquer un accident. Donc c'est pour ça qu'avec notre offre data center et surtout micro data center, nous sommes positionnés sur ces opportunités. Nous avons notamment plusieurs offres en cours. Et notre objectif, c'est d'apporter effectivement une solution de gestion de données, de sécurisation de données au plus près des acteurs. Et nous sommes sur des marchés à la fois publics et sur des marchés privés, donc en France et à l'international. Un point très important aussi chez nous, la mobilité urbaine, bien évidemment. Alors vous savez que le programme de déploiement en France a pris un peu de retard, mais néanmoins il reste encore des opportunités importantes, du volume important à couvrir. Donc nous visons 20% de part de marché. Nous suivons aussi nos partenaires et clients qui sont très internationaux, donc ça nous ouvre aussi des perspectives en Europe et sur d'autres marchés. Nous sommes effectivement un expert de la construction de bornes en marque blanche. Et justement, grâce à cette expertise, un point très important, c'est que nous avons remporté un partenariat avec IES. IES est un acteur international reconnu dans le domaine de la recharge de véhicules électriques. Donc là, c'est un projet que nous avons gagné de haute lutte face à une concurrence importante en France et en Europe, mais on a su montrer notre expertise dans le domaine. Et IES nous a confié la fabrication des bornes recharge rapide
donc fabrication exclusive. Donc les volumes devraient démarrer début 2023 pour s'intensifier en 2024. Sur la partie ville intelligente, encore une fois, notre expertise du domaine urbain, notre connaissance des villes et des clients nous permet aujourd'hui de déployer notre solution One City. Notre solution One City, c'est une solution intelligente. L'objectif, c'est d'apporter à nos élus et à ceux qui gèrent les villes des outils d'analyse pour je dirais améliorer les flux de circulation, les flux de stationnement, les flux piétons, et puis aussi apporter aussi des outils d'analyse, notamment dans la gestion de la pollution, la gestion de l'eau. Nous sommes toujours aussi en avance sur notre projet de consortium de convergence 5G avec la société WeAccess. L'objectif étant de couvrir les zones blanches par de la 5G et puis aussi d'être présent dans l'usine 4.0. Enfin, sur notre offre de services, donc j'en ai parlé tout à l'heure, notamment avec Arteria, où là, on avait de la gestion full service d'un shelter, supervision, maintenance préventive, maintenance curative. Donc, nous accentuons ces offres-là. Nous allons même jusqu'à la préparation de l'infrastructure avec, nous faisons du génie civil pour nos clients au besoin, et puis de la supervision de ces shelters. Donc, c'est une activité qui va s'intensifier encore chez nous. Je repasse la main à Laurent pour commenter les perspectives. Donc, vous l'avez compris, nos ambitions, elles sont claires, elles sont définies, elles n'ont pas changé depuis qu'on s'est vu il y a quasiment un an. Et nous sommes toujours en ligne pour faire 50 millions en 2025-2026. Un carnet de commande à 8 millions est un bon carnet de commande. Et nous sommes toujours aussi en phase sur l'élément primordial avec le marge de BE qui, malgré la crise que l'on subit cette année, que vous connaissez tous, on reste confiant sur un EBE de 4,5, 5 cette année. Donc ça, c'est le point important qui nous drive. On n'a pas changé de cap. En résumé, sur les 3 pôles d'activité, c'est 3 pôles d'activité qui sont en croissance. On est sur les métiers porteurs, que ce soit dans le télécom, avec tout ce qui est data center. On a fait l'extension, on engrange les premières commandes. On a parlé d'export avec le Liberia. On a fait il y a 6 mois aussi la Côte d'Ivoire pour les mutuelles des fonctionnaires. On a plus de 14 millions de pipe d'offres en cours sur ce secteur télécom. Donc ça, c'est un point important. Le point qui se développe, c'est la partie urbaine et borne de recharge. Et le point essentiel, Ludovic en a parlé, mais la victoire avec IES sur les bornes de charge ultra rapides, pour nous, c'est vraiment une victoire importante et ça va rendre un relais de croissance pour les années qui viennent. Et on n'est pas un simple intégrateur puisque l'enveloppe, elle a été définie par nous, validée. Il y a des contraintes thermiques, il y a des flux qui doivent circuler, il y a des contraintes d'étanchéité. C'est vraiment un vrai produit. Donc, je suis fier qu'on ait gagné ça avec l'ensemble des équipes. Et puis, le côté industriel et énergie, ça, c'est aussi un relais de croissance pour les années qui viennent et on est de plus en plus consulté. Je vous rappelle qu'on a un parc installé de tout ce qui est shelter pour la fibre optique de plus de 500 en France. Et aujourd'hui, avec les contraintes énergétiques, nombreux clients viennent nous voir pour mettre des panneaux photovoltaïques sur nos shelters. Donc ça rentre, ce qu'expliquait aussi Ludovic, sur le service, accompagner nos clients tout au fil du temps. Et on continue à moderniser notre usine. Ça, c'est aussi un point important. Et aussi le fait de démarrer une nouvelle ligne de produits avec IES sur une ligne ultra moderne, et bien, on en profiter aussi pour accélérer notre transition numérique, comme on l'avait expliqué il y a un an, et cette entrée en bourse pour numériser notre usine. Et on a déjà fait beaucoup de choses sur ce sujet-là. J'arrive au terme de ma présentation, de notre présentation. Donc, je vous remercie
pour votre attention. Nous allons passer la main pour la partie questions-réponses avec soit en levant la main à travers les potines, soit à travers votre clavier, comme c'est marqué en faisant étoile et 6 pour les questions. Mesdames, Messieurs, nous sommes à votre écoute. Effectivement, mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton lever la main sur votre ordinateur ou faire étoile 6 sur votre clavier de téléphone. Monsieur Vallée, vous pouvez activer votre micro, la parole est à vous. Monsieur Vallée, vous pouvez activer votre micro, la parole est à vous. Nous allons donc laisser la parole à Monsieur Delker. Vous pouvez activer votre micro, la parole est à vous. Je pense qu'on a un petit problème de son. Monsieur Jahan, vous pouvez activer votre micro, la parole est à vous. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, bonjour. Super. Du coup, j'avais deux séries de questions. La première concernant les marges. Et en fait, sauf erreur de ma part, votre objectif de marge sur l'année implique 3,5% de marge d'EBITDA au H2, avec 3 millions de chiffre d'affaires en moins par rapport au H1, si je ne me trompe pas, pour faire 10% de croissance aussi. Du coup, ma question, c'était comment maintenir 3,5% d'EBITDA au H2 avec 3 millions de CA en moins? Est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur le comportement de la marge brute à attendre et des charges externes? Vous disiez qu'elles sont en partie variables. Et quel degré d'ajustement est-il possible d'effectuer? Ça, c'est pour la première série de questions. Peut-être que j'attends votre réponse avant de poser la deuxième. Oui, alors j'ai un peu de mal à suivre, excusez-moi, avec vos chiffres, puisque l'EBITDA sur ce premier semestre, c'est de 5,3. Et effectivement, l'atterrissage, nous voyons plutôt aux alentours de entre 4,5 et 5. Ça, c'est lié au contexte économique où on répercute l'ensemble des hausses matières à nos clients dans la mesure du possible. Sur certains contrats, ce n'est pas possible. Il y a d'autres contrats où on a indexé, je prends par exemple le cours d'aluminium ou l'inox au prix de vente du client. Donc effectivement, sur certains, la part de la matière première augmente un peu plus rapidement que le prix de vente, ce qui diminue un peu ma marge brute. Et le rang d'application est un peu décalé dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ma matière augmente à l'instant T et je répercute et ça prend effet dans les commandes suivantes à mes clients entre 3 et 6 mois. Et du coup, est-ce qu'au H2, c'est possible d'avoir une légère augmentation de la marge brute, ou en tout cas de la marge sur coût variable, où l'effet mix va empêcher ces ajustements en termes de prix de jouer leur rôle? C'est une bonne question, c'est effectivement extrêmement compliqué. La marge brute reflète effectivement la différence entre la part entière et le prix de vente, mais il y a un tel effet de mix produit que c'est extrêmement compliqué à analyser. Je vais prendre par exemple, on est en train de migrer dans le secteur télécom à du fibre optique en allant sur les data centers. Là-dessus, la marge brute va diminuer. Par contre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de matériel technique dans ces produits. Par contre, la rentabilité est meilleure. Donc, l'analyse du mix produit est compliquée. De même que si je prends l'urbain, quand on fait une armoire sophistiquée, la marge brute, elle diminue. Pourtant, le profit pour gros lots augmente. Alors, ceci dit, c'est quand même notre rôle majeur. On se bat en permanence pour essayer d'ajuster nos prix en fonction de la matière première. Et au même titre qu'elle a augmenté, dans nos contrats, quand la matière va diminuer, eh bien, on va en retrocéder une partie à nos clients. Ok, merci. Et du coup, ensuite, la deuxième question, c'était concernant les CAPEX. Je voulais savoir, si possible, de combien sont les CAPEX hors extension de l'usine au H1. Quel est le budget CAPEX total pour le H2? Et au regard des forts investissements effectués cette année, doit-on s'attendre à une baisse de l'EBIT, enfin du résultat d'exploitation? Au H2, les amortissements vont significativement augmenter, non?
je veux dire, comment se fait-il qu'au H1, par exemple, les CAPEX soient multipliés par 10, tandis que les amortissements soient en hausse de seulement 20%? Voilà, c'était pour avoir une idée du comportement des CAPEX. Alors, les dotations aux amortissements que l'on vous présente reprennent aussi les reprises de provisions. Enfin, c'est un ensemble, en fait. Donc, en tout cas, vis-à-vis du CAPEX, votre question, donc effectivement, nos investissements sont de 1,9 million et l'extension représente 1,7 million. Et on a du coup 200 000 euros d'autres investissements qui sont plutôt d'ordre de digitalisation, en fait. Mais le montant d'investissement moyen par année, c'est entre 700 et 900 000 euros. Donc là, il y a eu un effort fait significatif pour l'extension du bâtiment pour préparer les métiers de demain. Mais maintenant, on va plutôt concentrer ça à nos moyens industriels et numériques. Et du coup, vous attendez une progression de l'EBIT ou pas cette année? Alors, l'EBITDA, oui. C'est pour ça qu'on a, sur l'année globale, l'an dernier, c'était 4,5. Là, compte tenu du contexte économique, on devrait arriver entre 4,5 et 5, ce qui est personnellement une bonne performance compte tenu du contexte. Ok. On n'a pas parlé, j'ai parlé de coût matière, on n'a pas parlé de coût d'énergie, mais tout cela impacte aussi les données économiques de gros lots. Je comprends. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Monsieur Vallée, vous pouvez activer votre micro. La parole est à vous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, parfait. Oui, je voulais poser quelques questions. Alors, je vais peut-être les faire par étapes. Ma première question, elle porte sur la part de l'export dans le chiffre d'affaires. Je ne crois pas que vous ayez remis en évidence cette part cette année et surtout en comparaison l'année dernière. Sur le semestre, hein, je parle. Sur le semestre, on a fait, c'est à peine 1%. Ça doit monter à 2% le semestre suivant avec la livraison pour le Nigeria. Et on a toujours en cible de faire 10% à l'export. D'accord, très bien. Ma deuxième question portait sur la croissance externe. J'ai bien vu que vous remettiez en avant cette perspective. Est-ce que vous avez quelques indications à nous donner en termes de cibles? Quels sont les profils que vous visez ou les zones sur lesquelles vous aimeriez agir? Et est-ce qu'il y a des choses qui pourraient se décanter au premier semestre, enfin sur le deuxième semestre de l'exercice? Et j'en profite par la même occasion pour poser la question par rapport à la notion de carnet de commandes. Vous avez mis en évidence 8,1 millions aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner un élément de comparaison sur ce qu'il était à la fin de l'année dernière ou au semestre équivalent de l'an dernier? Merci. Alors, je vais partir par la fin. Oui. Oui. Non, je vous en prie. Donc, le carnet de commande aujourd'hui, il a 8,2. Effectivement, au moment de l'instruction en bourse, il était plutôt à 11,7. Le carnet moyen normatif, c'est entre 8 et 10 millions. Donc ça fluctue effectivement suivant le volume des contrats. Sur l'urbain, un carnet de commande, on a une vision à un mois. Dans le télécom, il y a des grosses affaires où quand ça rentre, on a un carnet de commande pour 3 mois. Donc là, effectivement, il est un peu bas. Il y a d'autres affaires qui vont arriver et il va revenir à un niveau plus important puisque à fin septembre, c'était 8 millions 2 et où j'ai vu 1, je ne sais plus. Et aujourd'hui, on est à 7. Mais c'est pas inquiétant, c'est la suite normale des affaires. Compte tenu, je reviens à votre première question, il est évident que je ne peux pas tout vous dire, mais oui, le sujet de croissance externe par acquisition ou de briques technologiques, de compétences ou de sites industriels pour augmenter notre part de marché ou notre rayonnement, je dirais, européen, avance. C'est un sujet que je traite personnellement avec Gilles Roland, donc mon associé. Et oui, ça avance. Ça avance bien. Est-ce qu'on sera en mesure de faire une annonce
à la fin de l'année fiscale, c'est-à-dire dans les 6 prochains mois, je ne peux pas vous dire. D'accord. Et en termes de cible, est-ce que vous avez des indications à nous donner en termes, je sais pas, de taille? Est-ce que c'est plutôt des cibles de modeste envergure pour compléter, comme vous l'évoquiez, des compétences technologiques ou techniques? Ou est-ce qu'il peut y avoir des choses plus importantes? J'ai pas de vision, entre guillemets, de ce qui peut exister sur le marché en termes de cibles. Alors, nous on a une bonne vision. Et alors, on est à la fois sur des dossiers de petite taille pour augmenter nos parts de marché dans un secteur où on a été présent et on n'est plus présent, mais on est aussi en discussion avec une plus grosse société qui permettrait effectivement entre guillemets, de changer de dimension. D'accord. Et dans les deux cas, ce serait plutôt à l'international? Oui, dans des métiers qui sont similaires. Dans le premier cas, non. Dans le deuxième cas, oui, et sur des métiers qui sont similaires et complémentaires aux miens. Très bien. Merci pour votre éclairage. Nous avons reçu une question de Monsieur Delker chez HMG Finance, qui vous félicite déjà pour la belle croissance de l'activité du semestre. Et sa question porte sur la trajectoire de marge opérationnelle. En fait, quels sont les éléments qui vont pouvoir permettre, à partir du prochain exercice, donc pas celui actuel, mais à partir de l'exercice 2023-24, de revenir à des marges opérationnelles de 4 voire 5% qui étaient connues dans le passé et qui permettraient en fait de conforter la trajectoire engagée vers les 8-10%. Dans les éléments tangibles en termes de marge qui pourraient conforter cette trajectoire. L'élément tangible, le premier, c'est IES. C'est un métier nouveau avec forte valeur ajoutée. Donc, quand on dit forte valeur ajoutée, il y a forcément un peu plus de rentabilité. Ça, c'est le point important. Le point data center, j'en ai parlé, c'est un secteur qui va croître avec aussi une forte valeur ajoutée, donc une forte rentabilité. Maintenant, on peut effectivement considérer que pour un industriel, faire un industriel et à la fois un constructeur, faire un EBITDA seulement 5%, il y a moyen de progresser. C'est pour ça que dans la cible, on a dit à terme, 2025-2026, l'EBITDA, je dirais pas normatif, mais atteignable, c'est entre 8 et 10%. Là-dessus, la partie performance usine est importante aussi. C'est pour ça qu'on a quand même continué à moderniser l'extension. Maintenant, on fait c'est peut-être des petits détails, mais on est capable de croître, c'est ce qu'on a expliqué, sans augmenter de façon significative nos indirects, nos métiers support, ce qui permet d'améliorer la rentabilité. Aujourd'hui, par exemple, on a mis en place le rapprochement automatique des factures de nos fournisseurs directement avec notre ERP pour les payer sans intervention humaine. Ça, c'est vraiment un point majeur. On a fait aussi un audit de tous nos systèmes, je dirais, informatiques, fichiers Excel, ERP, sur comment on peut encore rendre ces choses-là plus performantes et simplifier les interfaces. Donc, tout ça, c'est le métier forcément industriel qu'on essaye d'améliorer en permanence pour augmenter la marge. Et côté R&D, il y a aussi un point important qui est l'agilité de nos concepteurs pour diminuer le temps de mise au point et de développement de produits, toujours pareil, dans un souci de rentabilité. Donc, tous ces pistes-là sont identifiés et sont suivis par des actes de travail gérés par les différents chefs de service. Je ne sais pas si je réponds à toute votre question. Je pense que oui, sauf si j'ai une nouvelle question, je vous dirais. Si, merci. Voilà, je vous remercie. Monsieur Lombard, vous pouvez activer votre micro, la parole est à vous.
Monsieur Lombard, vous pouvez activer votre micro, la parole est à vous. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton lever la main sur votre ordinateur ou faire étoile 6 sur votre clavier de téléphone. C'est pas très fluide quand même. En fait, c'est plus simple de déplacer. C'est plus interactif. Ouais. Non, on voit pas. S'il y a d'autres questions? Nous n'avons pas d'autres questions en attente. Vous pouvez conclure. Écoutez, je vous remercie à la fois pour les questions et j'espère que les réponses ont été à la hauteur et que vous ont satisfaites. Notre conférence, je veux dire, de presse est finie. Nous sommes tous mobilisés et confiants sur nos objectifs et on se revoit quasiment dans 8 mois pour la présentation de nos résultats annuels. Écoutez, mesdames, messieurs, je vous remercie. Merci à tous. Merci, au revoir. Laurent, une dernière question, pardon, que nous avons reçue, désolé, un peu rapidement à la fin. J'en profite. Monsieur Delker, toujours, le déploiement de vos produits sur de nombreux marchés finaux différents n'est-il pas un frein à l'efficacité opérationnelle? Le fait d'avoir plusieurs segments de produits sur des marchés différents? Alors, d'abord, c'est ce qui fait notre robustesse. C'est-à-dire qu'effectivement, ça permet aussi de traverser toutes les crises, parce que dépendre que d'un secteur, effectivement, on n'est pas l'excellent dans un secteur, même si sur le secteur urbain, on est dans l'excellence, puisqu'on est quand même numéro 1 depuis 70 ans. Le côté télécom, c'est notre savoir-faire, et je ne dis pas qu'on fait ça sans s'en rendre compte naturellement, mais ça nous... Oui, c'est naturel, ça nous coûte pas, et c'est les mêmes moyens. Vous savez qu'en fait, quand on fait une armoire urbaine câblée technique pour éclairer un stade ou une armoire télécom pour gérer la 5G ou la 4G où il faut assurer un backup, c'est vraiment les mêmes métiers, il n'y a que l'enveloppe qui change. Et si je prends un data center, c'est pareil, c'est la suite, la continuité de ce qu'on a fait pour les NRO, la fibre optique. En fait, il n'y a pas de rupture technologique dans ces différents segments. Donc, dire que ça ne me perturbe pas un petit peu, oui, on pourrait dire que si je mettais toutes mes forces commerciales sur un secteur, je serais peut-être plus performant, quoique, parce qu'il y a quand même du monde. Donc, en conclusion, pour moi, j'ai 3 secteurs qui sont effectivement, de loin, peuvent paraître très différents, mais en fait, ils sont très imbriqués les uns les autres, et ça reste toujours une armoire d'énergie. Et quand on parle de borne de recharge, c'est une armoire qui gère l'énergie. Quand on parle du smart grid avec Socomec, ou comme expliqué sur le Summer ou sur les bornes de péage, c'est vraiment le même métier. Donc non, ça me perturbe pas. Je ne suis pas en train de faire des pompes, je fais toujours une armoire d'énergie qui abrite des technologies critiques dont on a besoin sur l'ensemble de la France ou de l'Europe dans ces secteurs-là. Donc non, je ne suis pas perturbé. Ok, merci. Bon, eh ben, nous allons vous laisser et on se revoit dans 8 mois. Merci bien et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter.